Eh bien, nous allons essayer donc de terminer, sinon dans les temps, puisque nous avons un petit peu de retard, mais dans un délai raisonnable, et d'aborder donc le point numéro 9. Et ce point numéro 9, on l'aborde à partir de cette liste qui correspond aux attentes aujourd'hui des clients qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire donc les clients les plus jeunes des cabinets aujourd'hui, mais qui vont être les clients de demain. Et on y retrouve donc un certain nombre de notions qu'on a déjà abordées, d'exigences que nous connaissons déjà. Alexis nous a parlé déjà tout à l'heure de more for less, mais nous avons également cette génération qui ne fait pas preuve d'une très grande fidélité dans le domaine du choix de l'avocat, qui va avoir tendance à rechercher en ligne des avis et même de la notation, qui veut trouver également sur le site du cabinet d'avocat une information utile et la possibilité d'accéder à son dossier de manière simplifiée, qui veut en avoir pour son argent, qui veut qu'on lui explique les choses en allant directement au but et sans se lancer dans des discussions interminables ou des consultations interminables, et qui en plus de ça s'interroge également sur cette étrange pratique de la facturation horaire. Alors, la facturation horaire, ça fait partie de ces sujets sur lesquels on pourrait passer également des heures, mais le débat n'est pas terminé. Et vous voyez par exemple que dans cet article du 28 avril, l'auteur s'interroge sur l'avenir ou pas avenir de la tarification horaire. Elle a encore probablement un avenir, tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent. Et tant qu'on n'aura pas trouvé mieux, elle pourra continuer de perdurer en dépit de ces inconvénients significatifs. Et puis, je voudrais à cet instant attirer, on a déjà eu quelques questions sur le rôle des ordres, eh bien, je voudrais vous présenter l'initiative qui a été prise par le barreau du Québec. Cette initiative qui consiste pour aider les cabinets d'avocats à améliorer leur productivité et pour les aider à changer leur module et leur modèle économique, de leur fournir des informations, précisément un certain nombre de chiffres clés en faisant comment? Eh bien, en agrégeant la totalité des informations des systèmes informatiques de l'ensemble des avocats canadiens, bien sûr avec un mécanisme d'anonymisation de tout ce qui relève du secret professionnel, mais pour en tirer un certain nombre de leçons sur la manière dont les cabinets sont pilotés, sur les tâches sur lesquelles ils passent le plus de temps, et pour pouvoir permettre aux cabinets qui participent à cette opération, eh bien, de se comparer de manière perpétuelle avec les cabinets qui réussissent mieux qu'eux, de façon évidemment à rentrer dans un processus d'amélioration constante de la productivité du cabinet. Alors, justement, on a ces enjeux de productivité dont tu viens de parler, on a la question du taux horaire. Pour éviter enfin moi, ce que je vous recommande également, c'est de faire un exercice, repartez d'une feuille blanche et redessinez le modèle économique de votre cabinet ou de votre offre de service en repartant de votre proposition de valeur pour le client. Donc, sur ce schéma, vous avez à droite la partie qu'on regardait déjà tout à l'heure, c'est-à-dire un client qui regarde son paquet cadeau, rappelez-vous, et qui, du coup, a des problématiques et qui vient trouver des solutions, une valeur qui va résoudre son problème au niveau de votre cabinet. Pour ça, vous allez avoir des canaux de distribution. Vous allez échanger avec lui les différents éléments qui vont vous permettre de réaliser la prestation juridique. Et puis, vous allez avoir des petits plus qui vont être de la sympathie, qui vont être le feedback. Et j'en profite à ce moment-là pour répondre aussi à une question qui avait été posée sur doit-on transmettre des questionnaires aux clients à la fin d'une prestation? Oui, et souvent, c'est très bien perçu. Ça montre justement un care, une attention qui est portée au client à ce moment-là. Et ça vient justement, plus votre cabinet va montrer qu'il a une véritable attention au client, plus le client va lui-même se dire « Tiens, ce cabinet n'est pas comme les autres, ce cabinet est finalement comme des prestataires de services qui aujourd'hui ont une attention sur le service qu'ils donnent et ils sont dans une recherche d'amélioration permanente. » Cette structure à droite, elle va générer des coûts pour votre cabinet et elle va générer des revenus pour votre cabinet, elle va créer de la valeur. Et puis sur la partie gauche, pour réaliser votre paquet cadeau, rappelez-vous,
on avait une triptyque autour du paquet cadeau avec des ressources, ce dont vous allez avoir besoin pour justement que votre cadeau fonctionne, que votre offre de service puisse fonctionner. Et bien là, vous allez avoir besoin de partenaires, bien sûr, partenaires techniques, partenaires en sous-traitance et ainsi de suite. Vous allez avoir besoin de collaborateurs et vous allez avoir besoin de ressources, documentaires, bureaux et ainsi de suite. Et tout ça, c'est votre structure coût. Et dès lors que vous allez réfléchir de cette manière-là, vous allez repositionner votre modèle économique autour de la satisfaction client et autour du client. Et vous allez voir que naturellement, en réfléchissant de cette manière-là, eh bien, vous allez vous détacher du taux horaire et vous allez arriver sur d'autres formes de modèles économiques. C'est toujours la question, oui, mais quoi de plus que le taux horaire, le forfait, l'abonnement et éventuellement l'intéressement ou le résultat? Eh bien, vous allez voir qu'en fait, il existe, et tu peux passer à la slide suivante Thierry, il existe de nombreux autres modèles économiques et je vous ai mis la référence de l'article. Je n'ai pas le temps de les détailler ici, mais en fait, il existe des tas de modèles économiques que vous pourriez adopter ou qui pourraient être adaptés à une expérience particulière que vous voudriez vendre dans votre cabinet. Évidemment, le taux horaire restera et est toujours important dans votre mode de calcul, mais essayez de repartir de la feuille blanche et de reconstruire votre modèle économique autour du besoin client et vous serez surpris des différentes solutions que vous pourriez envisager auxquelles vous n'auriez absolument pas pensé avant. Donc, en synthèse, taux horaire versus productivité, on l'a compris avec l'intervention de Thierry au début de ce thème-là. Repenser le modèle économique autour de l'intérêt client. Et puis enfin, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la dernière slide, mais gardez bien à l'esprit, je l'avais dit un petit peu plus tôt dans l'intervention, 50% d'innovation passe par un changement de modèle économique. Et donc, repenser votre modèle économique autour du besoin client va vous forcer à en fait créer de l'innovation au niveau de vos cabinets, au niveau de votre cabinet, des solutions que vous pourriez proposer à vos clients. Guillaume, c'est à toi de nouveau, si tu as des questions à nous poser. Oui, si, on a quelques questions qui sont arrivées. Alors justement, les cabinets qui investissent et qui digitalisent les services, ont-ils un retour sur investissement concret d'augmentation de chiffre d'affaires ou cela permet-il simplement de gagner du temps? Je pense que incontestablement l'objectif, c'est bien de gagner sur les deux tableaux, c'est-à-dire à la fois de gagner du temps et également d'avoir un retour sur investissement. Mais ce retour sur investissement, en ce qui concerne la production elle-même, elle suppose évidemment que l'action de digitalisation soit accompagnée d'une action pour rendre le cabinet plus visible, pour développer sa base client. Mais Alexis, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, tout à fait, je suis complètement d'accord. Il y a en fait, tout ce qui va toucher à la manière dont vous produisez, si vous êtes capable d'identifier des outils ou développer des outils pour produire plus vite, vous allez gagner du temps, donc vous allez être plus compétitif ou vous allez augmenter vos marges. Donc naturellement, en fait, déjà, vous allez avoir un retour sur investissement. Ensuite, vous avez des offres que vous pourriez créer en direct auprès du marché. Et là, effectivement, il y a plus de risques parce qu'en créant une offre de service nouvelle, donc en travaillant sur le positionnement, notamment si je fais référence à ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez forcément un risque. Vous allez devoir tester le marché, vous allez devoir itérer et vous n'allez pas gagner à tous les coups. Vous avez un risque, mais c'est les risques qu'ont n'importe quels entrepreneurs qui testent et qui découvrent de nouveaux marchés. Vous risquez à tout moment de vous planter, vous risquez à tout moment de perdre de l'argent, mais vous pouvez aussi en gagner. Et si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Donc voilà, il n'y a rien de mieux que de faire en itérant et surtout en regardant de près les sommes investies par rapport au retour sur investissement pour ne pas se planter trop. C'est-à-dire que vous pouvez à un moment donné vous tromper de voie, vous pouvez avoir dépensé ou perdu de l'argent, mais ayez bien en tête le temps que vous y avez passé, et il faut le chiffrer, l'investissement que vous avez payé à vos prestataires et évidemment ce que ça aura pu vous rapporter au final. Et surtout, ne sous-estimez pas l'investissement en communication. Quand vous lancez une nouvelle offre de service, en fait, le moment où vous la lancez, c'est le moment où ça commence, ce n'est pas le moment où c'est fini. Et il va falloir investir, et souvent investir pas mal, voire beaucoup d'argent, en achat média, sur Google AdWords, sur les réseaux sociaux, en publicité, dans des salons, etc. Et ça, souvent, c'est un coût qui est sous-estimé par les avocats ou par les professionnels du droit qui lancent de nouvelles offres. Alors, pour creuser, pour approfondir tout ça, d'après vous, quelle doit être la part du chiffre d'affaires annuel qu'un cabinet doit investir dans sa modernisation, entendu en communication, digitalisation, d'après vous?
Guillaume, le point de départ est important. Si tu es à 0 ou si tu es déjà digitalisé à 90%, tu ne vas pas avoir évidemment les mêmes besoins et les mêmes nécessités. Mais aujourd'hui, sauf à être véritablement suicidaire, un cabinet qui ne serait pas entièrement digitalisé doit à tout prix se lancer dans cette digitalisation, simplement parce que nous n'avons désormais aucune certitude sur le fait qu'un phénomène comme celui que nous traversons ne se reproduira pas, et même ne se reproduira pas à une fréquence relativement importante. En complément, je vais juste prendre un exemple. Aujourd'hui, une entreprise de 5 personnes qui crée un produit ou qui vend quelque chose a un commercial et à quelqu'un qui va chercher à vendre son service. Alors, on n'est pas forcément sur de l'outil, sur de la digitalisation, mais elle a ce profil-là. Aujourd'hui, ces profils-là, on les a que dans les très gros cabinets et encore très souvent dans les très gros cabinets internationaux qui ont une culture américaine ou anglaise. Donc, c'est juste pour vous donner une idée où en fait, on se rend compte que les avocats sont vraiment centrés sur leur expertise, mais pas vraiment centrés sur leur développement et n'investissent très peu. Simplement en se disant, aujourd'hui, un cabinet de 5 avocats, collaborateurs, associés compris, à mon avis, devrait avoir un profil business développement qui devrait les aider à faire de la communication, à créer des leads, à répondre à des appels d'offres et ainsi de suite. C'est très rarement le cas aujourd'hui. Juste voilà, ce petit point d'attention sans forcément parler de proportion, parce que je rejoins complètement de Thierry, ça dépend du point de départ. Mais voilà, juste ce point-là, cet exemple-là pour peut-être ouvrir les yeux à certains. Et peut-être pour réagir à certaines des questions qui sont posées, oui, dans ce domaine-là, la mutualisation est également une des solutions qui est possible. On peut, ces nouvelles compétences qui vont être nécessaires au cabinet d'avocats, ou on peut soit les externaliser, soit les mutualiser. L'externalisation, par exemple, dans le domaine du secrétariat, puisque j'ai vu qu'il y avait aussi une question dans ce domaine-là, oui, il y a différentes pistes qui vont permettre de nous aider, que la digitalisation permet, et qui permettent aussi d'alléger la tâche ou les tâches extérieures du cabinet d'avocat.